Je résume l'épisode précédent. Merci de vous asseoir. L'épisode précédent, c'est donc un exposé d'une analyse de la sécurité sociale qu'elle soit dans le sens courant de la solidarité, des bien portants vers les malades, des actifs vers les inactifs, des jeunes vers les vieux, des célibataires vers les chargés de famille, ou dans le sens plus théorisé, keynésien par l'école de la régulation, ou marxiste par l'école du capitalisme d'État. L'analyse qui est faite de la sécurité sociale, c'est qu'elle est financée par une ponction sur le seul travail qui existe, celui qui se fait dans la sphère capitaliste, et que c'est les gains de productivité dans cette sphère qui rendent possible cette ponction. Notre salut dépend donc des gains de productivité dans la sphère capitaliste. Et je voudrais maintenant démonter complètement cette perception, qu'elle s'exprime en termes, disons, populaires de solidarité, ou qu'elle s'exprime en termes savants de soutien de la demande effective ou de reproduction élargie de la force de travail. La Sécu, ce n'est pas de la solidarité. Absolument pas. La Sécu, c'est pas un changement de curseur qui permet d'augmenter la part du salaire dans la valeur ajoutée. C'est pas le fruit de gains de productivité qui irait à des improductifs. La Sécu, c'est un changement dans la pratique du travail. Le tiers de nos PIB aujourd'hui est produit par des travailleurs qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'employeur, qui ont un salaire à vie, qui ne mettent pas en valeur de capitaux, qui ne produisent pas de marchandises capitalistes. J'ai nommé les fonctionnaires, ça je n'ai pas parlé des fonctionnaires et de l'impôt, mais une partie du raisonnement serait le même. Hein. L'impôt est vécu comme un prélèvement obligatoire sur la valeur dans la sphère capitaliste qui finance des gens utiles mais non productifs, les fonctionnaires. Je ne traite que de la sécurité sociale, mais quand on additionne sécurité sociale et services publics, le tiers du PIB est produit par des gens qui ne pratiquent pas le travail sous sa forme capitaliste. Ils ne connaissent pas le chômage, ils n'ont pas d'employeur. Je parle des fonctionnaires, je parle des retraités, je parle des soignants du système de santé. Ils ne mettent pas en valeur de capitaux. Je parle de tout le monde, y compris les parents et les chômeurs, bien sûr. Ils ne sont pas soumis à la dictature du temps, même si les réformateurs, évidemment, travaillent à introduire la logique de la pratique capitaliste dans les services publics à travers le New Public Management et autres introductions de la forme capitaliste de management dans les services publics, mais ils ne travaillent pas sous la dictature du temps. La valeur qu'ils produisent est estimée par leur qualification et non pas par le temps de travail. Comment est-ce qu'on estime la valeur produite par l'administration dans un PIB? Eh bien, on additionne les salaires des agents des services publics, c'est-à-dire la qualification des agents des services publics. C'est ça, la valeur ajoutée.
La lutte de classe au XXe siècle a eu des résultats révolutionnaires qui sont concrètement le statut de la fonction publique, et c'est pourquoi l'Union européenne et tous les gouvernements réformateurs qu'elle inspire, c'est-à-dire tous les gouvernements, sans exception, dans l'Union européenne, quelle que soit leur couleur politique, l'Union européenne est acharnée à en finir avec la fonction publique, c'est-à-dire avec le fait que des gens qui ne relèvent pas du marché du travail, qui sont payés pour leur grade et non pas pour leur poste, qui n'ont pas d'emploi, au sens où l'emploi, c'est la qualification du poste de travail, qui fait que le salarié du privé n'est jamais payé, lui, c'est son poste qui est payé. S'il n'a pas de poste, il est à poil, il est au chômage. Il n'y a pas de chômage dans la fonction publique parce que ce n'est pas le poste qui est payé, c'est la personne qui est payée. La qualification est attribuée à la personne. La qualification, c'est pas le diplôme, ça n'a rien à voir. Attention, c'est la certification. Ça. La qualification, c'est l'attribution à ce qui est qualifié d'un certain niveau de contribution à la production de valeur économique. Alors, on va qualifier les postes dans les conventions collectives. Ça, c'est la logique du marché du travail. On qualifie des postes. On ne qualifie jamais des personnes. Jamais, jamais, jamais. Pour qu'ils soient toujours dépendants du marché du travail, c'est fondamental dans la logique du capital. Ou alors, dans la fonction publique, dans la retraite, on qualifie les personnes. Le salaire devient un attribut de la personne. Ça, nous sommes dans une pratique hautement anticapitaliste, qui supprime le marché du travail. Vous avez compris que le contraire du chômage, ça n'est pas l'emploi. L'emploi, c'est ce qui génère le chômage. L'emploi, c'est le fait de qualifier des postes. Jamais des personnes. Donc la personne sans poste est au chômage. L'emploi, c'est ce qui génère le chômage. Revendiquer le plein emploi, c'est revendiquer ces chaînes. Plein d'employeurs. Fonctionnement du travail, marché du travail fonctionnant à plein. C'est ça le plein emploi. Il n'y a pas de plein emploi dans la fonction publique parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a qualification des personnes. Ça, c'est 45. En France, statut de la fonction publique, 1946. C'est le cœur de ce que détricotent les réformateurs aujourd'hui. Supprimer non pas les services publics. Les services publics sont pas vraiment visés par les réformateurs. Supprimer les fonctionnaires. Des services publics sans fonctionnaires. Voici leur rêve. Voilà ce à quoi ils travaillent. Non pas pour des questions de gros sous. La lutte de classe n'est pas une question de partage du gâteau. La lutte de classe, c'est qu'est-ce que travailler ? Parce que de la définition du travail dépend la domination d'une classe sur une autre. J'ai pris un détour par la domination masculine pour bien montrer que quand on définit le travail comme ce que font les hommes, eh bien, et qu'on dit que les femmes c'est utile mais pas productif, on est dans la domination. La définition du travail renvoie toujours à la domination sociale. La lutte de classe, c'est qu'est-ce que c'est que travailler ? Est-ce que les fonctionnaires travaillent ? Non, répondent les capitalistes. Bien sûr, ça, ils sont dans leur rôle. Encore une fois, là où le bas blesse, comme je le disais tout à l'heure, c'est lorsque des militants syndicaux répondent la même chose. Quand ils disent que l'impôt est prélevé sur leur salaire. Quand on forme des syndicalistes à la lecture de la feuille de paie en disant que l'impôt, c'est moi qui les produis. Et je le donne à des gens utiles mais non productifs, pour les payer. Ils produisent rien, ces gens-là. C'est la productivité de mon travail qui les fait vivre. Ils sont utiles, mais pas productifs. On n'a pas changé le sens du travail. Seuls ceux qui sont soumis à un employeur pour mettre en valeur du capital travaillent, pas les autres. Or, c'est le contraire que nous avons créé au XXe siècle.
Nous avons affirmé, et c'est dans la comptabilité nationale, depuis les années 70, compte la contribution des administrations au produit national, comme je l'ai dit tout à l'heure, en additionnant les salaires des agents des services publics, c'est-à-dire qu'elle pose que les fonctionnaires travaillent, bien sûr. Est-ce que les retraités travaillent? Mais bien sûr. Les 13% de PIB qui vont retraiter, c'est pas quelque chose qui serait piqué. Piqué, non, parce qu'on est solidaire, on est volontaire, d'accord? Il y a un pacte générationnel qui fait qu'on est volontaire pour la solidarité intergénérationnelle. Enfin, tout ce pipi de chat intellectuel dans lequel nous vivons, hein, d'accord? Les retraités, en étant payés à vie, ouvrent le possible débat sur ce que c'est que travailler. Donc il ne faut pas commencer par le fermer en disant que bien sûr ils ne travaillent pas. Il s'agit au contraire de mener la lutte de classe, qui n'est pas une lutte sur le partage du gâteau, qui exige qu'on augmente toujours plus le gâteau, par des gains de productivité qui mettent à mal le travail, l'écologie, etc., etc. La lutte de classe, c'est produire un autre gâteau, par des retraités qui font plus de liens sociaux que de kilomètres d'autoroute, qui n'ont pas d'employeur sur le dos, qui produisent 13% du PIB en France, à peu près autant, un peu moins, 11% en Belgique. Mais ce n'est pas par une espèce de miracle nominaliste, par une opération du Saint-Esprit que, dès lors que quelqu'un est payé à vie, ce qu'il fait, par un salaire, ce qu'il fait devient du travail. Encore faut-il qu'il y ait une lutte de classe qui institue le salaire à vie comme matrice légitime du travail à la place du marché du travail. Il n'y a pas de changement de définition et de pratique du travail sans classe révolutionnaire, bien sûr. Mais cette classe révolutionnaire dispose de l'atout considérable qu'est le fait que le salaire à vie existe déjà. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel enjeu? Venons-en, j'ai parlé des retraites, j'ai parlé de la fonction publique, venons-en au chômage. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel enjeu aujourd'hui en Belgique autour du chômage? Mais parce que, dans un certain sens, c'est la pratique belge du chômage qui est, dans ce champ-là, l'anticipation la plus avancée en Europe du salaire à vie. Parce qu'il n'y a pas de terme à l'indemnisation. C'est pour cela que mettre un terme à l'allocation d'autonomie, d'insertion, est absolument décisif pour la classe dirigeante. Et introduire progressivement un j'ai cotisé, j'ai droit. Là, je parle de la France. Les chômeurs n'ont pas droit au salaire, pour nous dire les réformateurs. Ils ont le droit de récupérer leurs cotisations quand ils étaient actifs. Et leur droit au salaire est proportionnel à leur contribution à la solidarité par l'assurance chômage. Tout comme les réformateurs disent que les retraités n'ont pas droit au salaire, ils ne travaillent pas. Ils ont droit à une pension proportionnelle à leur cotisation. J'ai cotisé, j'ai droit. Vous avez là toutes les propositions politiques et syndicales acquises à la réforme, pas tous les syndicats et pas tous les partis, mais trop de syndicats et de partis, acquis à la réforme, qui disent que le fondement de la pension, c'est les cotisations passées du retraité. Que le travail qu'il y a en face de la monnaie qu'ils reçoivent, c'est pas le leur. C'est leur travail passé, c'est pas leur travail actuel. Alors comme leur travail passé a déjà été utilisé
le fruit de leur travail pour financer les pensionnés de la génération précédente, eh bien c'est le travail actuel des autres qui, au titre du pacte générationnel, financent leur pension. Vous voyez cette cécité, cette obstination à ne pas voir que, en payant à vie les retraités, on ouvre un espace pour une autre définition du travail, si lutte de classe il y a, pour légitimer le salaire à vie comme matrice du travail à la place de l'emploi. Et c'est la même chose pour le chômage. L'enjeu essentiel pour le chômage, aussi bien en France, situation que je connais mieux, mais qu'en Belgique, c'est le taux de remplacement. L'indemnisation du chômage doit être 100% du salaire de référence. En France, on en est à 57%. Ça bouge plus depuis 30 ans. Alors que c'était passé de 33 à 57 quand la classe ouvrière a été à l'offensive entre 58 et 79. Ça bouge plus depuis 35 ans. Donc passer à 100% du salaire de référence, proclamer que le salaire doit être pérenne et non pas dépendre de l'emploi. Ce qui ouvre la possibilité de dire que les chômeurs qui bricolent avec le chômage pour faire des productions alternatives sans employeurs et sans marchandises capitalistes travaillent. Les chômeurs ne sont pas les bénéficiaires de la solidarité de ceux qui ont un emploi, qui seuls produisent. C'est pour ça que la bataille pour que les pensions soient du salaire, reconnaissant la qualification des pensionnés, comme c'est le cas dans la fonction publique, où comme on est payé pour son grade, on est payé à vie pour son grade, jusqu'à la mort. C'est la qualification du pensionné qui est reconnue dans la pension. Et dans les formes de retraite qui calculent la pension en fonction d'un salaire de référence, c'est la majorité du système de pension en France, on calcule la pension en fonction du meilleur salaire de la carrière des intéressés. Et on prolonge à vie ce meilleur salaire. C'est donc que la qualification qui était jusque-là celle du poste de travail devient celle de la personne même. C'est pour ça que tout l'enjeu des réformateurs, c'est de dire « Ah non, 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 la pension, c'est pas du salaire. Ça ne reconnaît pas la qualification des retraités. La pension, c'est du revenu de solidarité acquis par une prévoyance en répartition, quand on était actif. » Pour les chômeurs, se battre pour que le chômage ce soit 100% du salaire de référence et indéfini. C'est ça, le cœur de la bataille. C'est pourquoi les réformateurs veulent soit baisser le taux de remplacement du salaire de référence, supprimer même tout salaire de référence, c'est le cas en France, où nous sommes toujours en salaire de référence, Dieu merci, mais les réformateurs veulent que ce soit la somme des cotisations chômage recueillies dans un compte jour. Vous voyez, chaque fois qu'on cotise pour le chômage, on accumule dans un compte personnel un nombre de jours de chômage. Que ce soit cela qui soit la mesure du chômage. Tout comme c'est la somme des cotisations de carrière qui doit être, en matière de vieillesse, la mesure de la pension. Toutes ces entreprises réformatrices visent à nier ce qui a été construit comme salaire à vie. Mais vous voyez qu'à ne pas se battre pour étendre le salaire à vie déjà commencé dans la fonction publique, dans l'indemnisation du chômage, dans la retraite, c'est laisser libre cours à la revendication de revenus d'existence.
Alors, vous êtes particulièrement affligé avec ça en Belgique parce que l'UCL a une chaire ouverte où sévissent les penseurs entre guillemets des revenus d'existence, mais ça gagne hélas beaucoup d'autres pays, cette problématique, qui est la problématique par excellence pour s'opposer au salaire à vie. Nous ne sommes pas des producteurs qui avons droit à une qualification personnelle exprimée dans un salaire à vie. Nous sommes des êtres de besoin qui avons droit à un revenu d'existence. Être de besoin, c'est la définition que fait de nous le capital. Le salaire dans le capitalisme, celui qu'ont combattu les syndicats pendant des décennies, c'est le prix de la force de travail, c'est-à-dire la reconnaissance des besoins des travailleurs, un pouvoir d'achat. C'est ça le mépris du capital pour ce que nous sommes. Non pas des créateurs, non pas des producteurs de la vie commune, non pas des producteurs de notre humanité commune, non, des êtres de besoin qui avons droit à un revenu d'existence. Notre capacité à combattre cette proposition, qui est une roue de secours du capitalisme, dépend de notre capacité à nous battre pour la généralisation de la qualification de la personne, c'est-à-dire du salaire à vie, à partir des anticipations que sont le salaire à vie des fonctionnaires, le salaire à vie des retraités et le salaire à vie, mais qui n'a parfois de salaire avec le salaire qu'une relation assez lointaine, des chômeurs. Ces anticipations-là, il s'agit de les assumer pour ce qu'elles sont, non pas de la solidarité liée au gain de productivité dans la sphère capitaliste, qui nous enferme indéfiniment dans le capitalisme, mais l'invention d'une institution nouvelle qui émancipe le travail du marché du travail, de la mise en valeur du capital, c'est-à-dire de la définition capitaliste du travail, pour dire que travailler, c'est non pas avoir un emploi, travailler, c'est avoir un salaire à vie. Voilà donc mon exposé initial et on pourrait maintenant passer au débat.